Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de philosophie, je suis Clémentine et aujourd'hui on va parler de Socrate. Pour une première vidéo, c'est vrai que c'est pas mal de commencer par le commencement. Alors Socrate, c'est un nom qui doit quand même t'évoquer quelque chose, à moins que t'aies grandi dans une caverne, t'as déjà dû entendre parler de Socrate. Ouais, ou bien avoir vu des gens se faire tatouer « Connais-toi toi-même » sur l'avant-bras, au henné, dans un moment d'égarement. Et pourtant, tu ne trouveras jamais un seul livre de Socrate. Wait, what? Bah parce qu'il n'a jamais rien écrit. Et c'est pas parce que les stylos n'existaient pas, ou qu'il n'avait pas le temps d'écrire, ou qu'il ne savait pas écrire, mais simplement parce que Socrate, en fait, attention scoop, c'est un peu une sorte de clodo qui se balade dans les rues d'Athènes, qui parle aux gens, un peu comme ce mec sur le quai du RER A vers 22h qui est complètement bourré et qui vient de te faire la conversation. Ok, tout est dit, allez ciao! Non, bon, désolé, j'ai un peu brisé tes fantasmes, j'ai un peu cassé le mythe de Socrate, mais en fait c'est un peu plus compliqué que ça, et pas tellement. Reprenons depuis le début. Socrate, il est né, on n'en est pas vraiment sûr, probablement vers moins 470 avant Jésus-Christ. À cette époque-là, les pyramides d'Égypte ont déjà été construites depuis plusieurs milliers d'années, la guerre de Troie a déjà eu lieu, Homère, Ulysse, etc. c'est du passé. A l'inverse, l'Empire romain n'est pas encore à son apogée, loin de là, et Astérix, c'est pas du tout d'actualité. C'est ce qu'on appelle la grande période helléniste, ce moment où la Grèce domine complètement la Méditerranée et les différentes cités qui l'entourent. Pour rappel, Athènes est fondée en moins 800 avant Jésus-Christ, vous connaissez le mythe de Thésée qui bat le Minotaure, et les différentes petites cités qui composaient cette région vont être regroupées en une seule cité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un S à Athènes. S'ensuivent plusieurs grandes périodes de guerre, avec notamment les guerres médiques, où Athènes affronte Sparte, une autre très grande puissance grecque, et les guerres du Péloponnèse. Durant ce 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est le moment où Athènes est vraiment à son apogée. C'est vraiment une cité extrêmement riche, extrêmement développée, très cultivée. C'est la grande époque des sciences, des arts. Vous avez forcément entendu parler de Sophocle, Aristophane, Pythagore, Thalès. Bref, c'est la grande période athénienne. À cette époque-là, Athènes est une démocratie. Donc concrètement, ça veut dire qu'il y a des citoyens, il y a aussi des esclaves, mais ces citoyens, eux, ont le pouvoir. Ceci était l'histoire d'Athènes la plus rapide du web. Mais donc revenons à Socrate. Socrate, ce serait le fils d'un tailleur de pierre et d'une sage-femme, mais on n'en est pas sûr. Il aurait été marié à une femme, peut-être deux, on n'en est pas sûr. Et il aurait eu des enfants, ça, on en est presque sûr. Socrate, il est décrit comme pauvre. C'est parce qu'il vit en fait entouré de personnes qui, elles, sont très riches, donc il apparaît bien plus pauvre qu'elles. En fait, il vit très simplement, il est vêtu d'un manteau grossier, il va pieds nus, il participe très peu aux grandes fêtes, c'est-à-dire qu'il boit peu, il mange peu, il vit sans excès. Socrate, c'est pas un homme politique, et ça c'est très important, c'est un simple citoyen. Par contre, il y a une foule de gens qui le suivent et qui écoutent ce qu'il a à dire. Ce que propose Socrate, c'est un enseignement nouveau, où il veut que chaque personne devienne son propre juge. On ne sait pas grand-chose de sa formation personnelle, parce que tout ce qu'on a de Socrate, c'est ce que Platon nous a transmis. Or, quand Platon a connu Socrate, il avait déjà 60 ans. On a dit à tort, Aristote, pour ne balancer personne, qu'il cherchait à définir des concepts de manière méthodique. Mais quand on regarde les œuvres rapportées par Platon de Socrate, on constate que plein de fois, il n'y arrive pas. C'est ballot quand même, du coup. En réalité, ce que cherche à faire Socrate, c'est à éprouver les hommes, à leur faire connaître qui ils sont vraiment. Et cet art, qu'on a appelé la maïeutique, en référence à l'art des sages-femmes qui aident les femmes à accoucher, est la base de l'enseignement de Socrate. C'est-à-dire qu'il va accompagner les gens dans leur raisonnement et les aider à aboutir à la vérité. D'après Socrate, nul n'est méchant volontairement. La méchanceté réside toujours dans l'ignorance, d'où le fait d'apprendre à se connaître. Les gens qui côtoient Socrate expliquent que la rencontre avec Socrate est extrêmement puissante et en même temps très troublante. Comme il nous force à voir en nous-mêmes, certaines personnes le recherchent et recherchent sa compagnie, et d'autres au contraire vont le fuir. Donc, tu l'auras compris en soupesant la République, Socrate, il aime bien parler. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il rencontre des gens et il leur dit « Hey, toi t'es un guerrier, tu dis que t'es courageux, mais c'est quoi le courage? Et si on cherchait ensemble ce que c'était le courage ?» Et généralement, plus la personne est sûre de ce qu'elle pense, plus Socrate arrive à lui montrer qu'elle est dans l'erreur. Donc en fait, on peut dire que Socrate, s'il a des gens qui l'aiment bien, il y a aussi plein de gens qui l'aiment pas trop. Et parmi tous ses potes et ses disciples, il y en a un qui s'appelle Platon, c'est celui de la République, et qui va retranscrire tous les textes de Socrate. Alors il y a aussi un qui s'appelle Xénophon, qui nous a transmis beaucoup d'informations sur Socrate, mais bon, c'est un peu comme les Kardashians, on peut pas tous les suivre. Aujourd'hui, il est difficile de séparer la pensée socratique du platonisme. Comme Socrate n'a rien écrit, on a juste les textes de Platon, et Platon, après, dans sa propre philosophie et les propres textes qu'il a écrits, met toujours en scène Socrate. Je vais vous parler de deux textes de Platon-Socrate, qui sont l'Apologie de Socrate et le Criton. Ces deux textes qui sont très importants pour moi, et pour la philosophie de manière générale, d'une part parce qu'on les considère un petit peu comme le fondement de la philosophie. En effet, ils ont probablement été lus par tous les philosophes qui ont suivi Socrate et Platon, donc c'est quand même pas rien. Ensuite, ce sont les textes qui mettent le plus en scène Socrate, et qui sont le plus proches probablement de la réalité et de la fin de vie de Socrate. Et également, ce sont des textes qui sont magnifiques d'un point de vue argumentaire. C'est une très belle leçon d'argumentation. Et en plus, ils sont tous les deux très courts. Ils peuvent être lus beaucoup plus rapidement que la République,
Et ils sont très clairs. Alors peut-être pas aussi clairs que Tchoupi, mais presque. Alors, l'apologie de Socrate. Ce texte parle du procès de Socrate et de sa mise à mort en moins 399. Alors, Platon l'a écrit 5 ou 6 ans après la mort de Socrate. On pourrait dire oui, mais peut-être qu'en fait, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Sauf qu'il y avait des milliers de personnes présentes ce jour-là, et donc Platon, pour sa réputation, il peut pas non plus dire n'importe quoi. Donc on pense que ce texte est assez proche de la réalité. C'est la première fois que Socrate comparaît devant un tribunal. Or, à Athènes, c'est chose assez courante de passer devant le tribunal pour résoudre des petites affaires ou des conflits entre deux citoyens. 3 hommes vont déposer une plainte contre Socrate. Mélétos, Anytos et Lycon. Je vous jure, c'est des vrais noms, j'invente pas. Concrètement, ça se passe un petit peu comme aujourd'hui, la plainte est déposée, puis il y a une enquête, et le jour J, tous les Athéniens se réunissent. Il y a un certain nombre de juges qui sont tirés au sort parmi les citoyens, généralement entre 100 et 1000, et chaque personne va avoir le droit à un discours. D'abord les accusateurs, ensuite l'accusé qui va pouvoir se défendre, et s'il est reconnu coupable, les juges vont aussi avoir un discours à la fin pour parler de la sentence. De quoi on accuse Socrate? On l'accuse de 3 choses. Tout d'abord, de ne pas reconnaître les dieux de la cité. Ensuite, d'introduire de nouvelles divinités. Et enfin, de corrompre la jeunesse. L'apologie de Socrate s'ouvre sur le discours de Socrate. On n'entend pas le discours des accusateurs, on entend seulement Socrate qui se défend. Il faut imaginer le procès. Socrate, au milieu de tous les Athéniens, 70 ans, se tient debout devant ses accusateurs et va littéralement les clasher. À plusieurs reprises, on comprend, via le discours de Socrate et les notes de bas de page, que la foule s'exclame, elle crie, elle s'indigne. C'est une battle. Assez rapidement, donc, Socrate va commencer à clasher Mélétos, donc l'accusateur, en lui disant que son discours n'est pas clair du tout, qu'il ne comprend pas de quoi on l'accuse. Est-ce qu'on l'accuse d'être athée? Est-ce qu'on l'accuse de croire en d'autres dieux? Il lui dit même clairement « Mélétos, exprime-toi avec plus de clarté ». Je ne vais pas rentrer dans le détail de toute l'argumentation et la réfutation un à un des arguments, mais Socrate va nous faire une vraie leçon de défense en prenant chaque argument de Mélétos et en le détruisant. Il applique à son accusateur et parfois même à ses juges sa méthode socratique, c'est-à-dire qu'il leur pose des questions, il leur dit « mais tu as dit ça, mais là tu te contredis ». Et c'est merveilleux. Par exemple, sur la question de la corruption de la jeunesse, Socrate demande à Mélétos s'il est d'accord que les gens méchants font le mal et les gens bien font le bien. Bon Mélétos, il dit qu'il est d'accord. Ensuite, il lui demande s'il est logique de dire que personne ne veut faire du mal à son entourage. Là encore, il est d'accord. Socrate demande alors à Mélétos si selon lui, il corrompt les gens volontairement ou involontairement. Attention, ça va clasher, car Mélétos dit que Socrate le fait volontairement. Et bim, contradiction. Car en effet, étant admis qu'aucun homme ne veut souffrir le mal, que ceux qui font du mal à ceux qui leur sont proches, et que Socrate est un homme, il est alors logique de conclure que Socrate ne corrompt pas à dessein, ne voulant pas s'attirer le risque de subir lui-même le mal par ces gens qui sont assez proches. Bref, selon le raisonnement de Socrate, auquel Mélétos est d'accord, on le voit bien pendant tout l'argumentaire, il dit « oui, je te suis, oui, je suis d'accord, là-dessus je réponds ça », eh bien on voit que soit Socrate corrompt la jeunesse de manière involontaire, et dans ce cas-là, le procès n'a pas lieu d'être, puisqu'il aura simplement besoin d'être réprimandé en privé, de lui dire « Hey Socrate, fais gaffe, t'es en train de faire n'importe quoi », soit il ne corrompt pas du tout la jeunesse, et dans ce cas-là, l'accusation ne tient pas du tout la route. Ainsi, Socrate va répondre à toutes les accusations. Il va toutes les démolir une par une, et c'est juste génial à lire. Au final, malheureusement, il va être condamné par 60 voix. On sait juste que si 30 juges avaient voté différemment, il aurait été acquitté. Le problème ensuite, c'est que Socrate va se montrer un petit peu trop taquin avec les juges. Car Mélétos demande la peine de mort, et on demande à Socrate ce que lui propose comme peine. Et là, il va faire le malin. I believe I deserve some recognition from this board. I'm sorry? Yes. Vu tout le travail qu'il fait, vu qu'il ne corrompt pas la jeunesse, en fait, il devrait être récompensé par la cité. Il va proposer une amende ridicule et proposer d'être honoré par la cité d'Athènes. Et ça, les juges, ils vont pas trop aimer que Socrate se foute de leur gueule. Et ils vont donc le condamner à mort. Socrate est donc condamné à boire la ciguë, qui est une condamnation très noble puisqu'elle constitue un suicide volontaire. Passons maintenant au Criton, qui représente l'épisode 2 de la saga du procès de Socrate. Criton est un ami de Socrate, c'est un ami très riche. Et il vient rendre visite à Socrate dans sa cellule, car entre le procès et le moment où Socrate va boire la ciguë, il va se passer 1 mois. Criton vient le voir avec pour objectif de le convaincre de s'enfuir. Il va lui dire que c'est complètement injuste que Socrate boive la ciguë. Il lui explique que lui, il a de l'argent, il a de l'influence, et que Socrate ne peut pas abandonner sa famille et ses fidèles, que cette action est profondément mauvaise. Socrate, très calme, va lui dire que non, il ne peut pas s'enfuir, et il va lui démontrer pourquoi il ne peut pas s'enfuir. Et bim, c'est un fail, en mode Ned Stark. En acceptant sa condamnation à mort, il respecte les lois d'Athènes qu'il a jugées lui-même comme justes. Ce qui a été injuste, c'est les hommes qui l'ont condamné. En fuyant, il répond à l'injustice par l'injustice et il désobéit aux lois. Ce que va démontrer Socrate à Criton,
c'est qu'il est essentiel de ne pas écouter l'opinion du grand nombre. Seule l'opinion de la personne digne, de la personne juste, vaut le coup d'être écoutée. Et que, en aucun cas, il ne faut répondre à l'injustice par l'injustice. La vertu doit être le principe suprême de toute action. Ouais bon, autant vous dire que c'est plus facile à dire qu'à faire. Quels sont les arguments de Criton pour convaincre Socrate de s'enfuir? D'une part, Criton va lui dire qu'en mourant, il va lui faire beaucoup de peine. Et qu'en plus, les gens vont dire de Criton qu'il n'a pas aidé Socrate alors même qu'il en avait les moyens. Deuxièmement, Socrate va abandonner sa famille, femme au pluriel ou pas, on ne sait pas, et ses enfants. Ensuite, en mourant, Socrate donne raison aux personnes qui l'ont condamné, puisqu'il se considère, ça veut dire lui-même, comme coupable. Et le dernier argument est la postérité, c'est-à-dire que Socrate va laisser l'image d'un homme obstiné, entouré de gens peureux qui n'ont pas su l'aider. Moi, je trouve que c'est plutôt des bons arguments, et on a vachement envie que Socrate, il accepte l'offre de Criton et qu'il s'enfuit. Socrate va répondre à tous les arguments de Criton, calmement, pépouze, le mec est pas du tout stressé de mourir. Tout d'abord, il va lui dire que l'opinion du grand nombre ne compte pas, mais ça, on l'a déjà vu tout à l'heure. Ensuite, il va lui dire que l'important, ce n'est pas de vivre, mais de vivre dans le bien et de faire les bonnes actions. Alors pourquoi s'évader? Une fois que Socrate a fait dire à Criton qu'il était d'accord pour dire qu'il ne faut en aucun cas commettre l'injustice, Socrate va faire parler les lois d'Athènes. La question est de savoir, poserons-nous un acte juste, toi en versant l'argent à ceux qui me font sortir d'ici, moi en partant d'ici, et eux en me laissant partir? Ou plutôt, ne commettrons-nous pas en réalité un acte injuste en agissant ainsi? S'ensuit alors ce qu'on va appeler la prosopopée des lois d'Athènes. Donc c'est un super mot à sortir en soirée, il vous fait gagner plein de points au Scrabble, prosopopée. Non, d'accord, ça t'aurait fait 30 points avec le mot qu'on triple, mais ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est qu'une prosopopée? C'est lorsque l'on fait parler quelque chose qui à la base ne peut pas parler. Donc là, les lois deviennent un personnage du dialogue et vont s'exprimer et échanger avec Socrate. Il y a tout d'abord l'argument de la gratitude. En effet, chaque homme est libre. Or, face aux lois, on a deux possibilités. On peut soit leur obéir, soit si on juge qu'elles sont injustes, eh bien on les change. Ou alors on s'en va, on quitte Athènes. Or, Socrate, comme on l'a vu, a grandi à Athènes. Ça fait 70 ans qu'il respecte les lois d'Athènes. Ces lois l'ont élevé. Il ne peut pas donc du jour au lendemain dire qu'elles sont injustes. En plus, en désobéissant aux lois, c'est l'État qui le met en péril. C'est tout le système. Car encore une fois, les lois sont faites pour être appliquées. Et si on les aime pas, on les change ou on s'en va. Mais on ne peut pas juste leur désobéir. De plus, il y a l'argument du tort causé à soi-même. Car Socrate, en s'enfuyant, donc désobéit aux lois, commet une action injuste. Et en plus, il se donne cette image de fauteur de trouble. C'est-à-dire que quand il va aller dans une autre cité, les gens vont le voir comme une personne qui n'a pas respecté les lois et ils vont pas vouloir de lui. Il va porter ce message que c'est ok de désobéir. En s'enfuyant, il va donner raison aux personnes qui l'ont condamné. Il n'aura pas respecté les lois et plus personne ne voudra parler avec lui de vertu ou de justice car il n'aura plus la posture pour le faire. Il place ainsi le bien et la vertu au-dessus de la vie, au-dessus de sa propre vie. Et cette idée va être la base de la philosophie de Platon, que l'on verra dans une autre vidéo, à savoir que la vie vertueuse, que la vie de l'intellect est plus importante que la vie du corps. Son sacrifice est nécessaire pour faire apparaître l'injustice de sa condamnation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez quand même compris un petit peu de quoi il s'agissait. Personnellement, je vous recommande de lire l'Apologie et le Criton. C'est vraiment deux textes qui sont super, qui sont très faciles à lire. Il y en a pour moins d'1 heure pour lire le Criton. N'hésitez pas à compléter cette vidéo en commentaire, à me dire s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou au contraire si moi j'ai oublié des choses. Je tâcherai d'y répondre le plus clairement possible. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Fais comme Socrate, abonne-toi. Enfin, je veux pas te forcer, hein, tu es libre de tes choix. Enfin, il faut vivre dans le bien et vertueusement, donc s'abonner, mais je te laisse décider.